Femme. 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 Bienvenue, vous êtes sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. On parle économie, on parle culture, on parle environnement, société, on parle de la Martinique, on parle du monde. Donc pendant 1 heure, le principe est tout à fait simple. Sur ce plateau avec moi, on voit leurs ongles d'ailleurs dépasser du cadre. Il y a 2 femmes qui vont apprendre à se découvrir parce que des fois elles ne se connaissent pas et je pense que c'est le cas ce soir. Et puis qu'on va découvrir au cours donc de cette émission. Ne bougez pas, vous êtes sur Zitata. Un grand bravo d'ailleurs à Max et à Mehdi pour le générique qu'ils nous ont concocté. Alors aujourd'hui, 2 femmes qui sont avec nous, qui sont très colorées, voilà. 2 femmes qui swingaient, qui delinaient de la tête pendant les jingles et le générique. Donc Stella Gonis à ma droite, et puis Nathalie Chilan à ma gauche. Je vous laisse vous présenter, mesdames. Alors moi c'est Stella Gonis, artiste pluridisciplinaire, donc chanteuse, tambouilleuse, danseuse. Voilà. Tambou, alors si nous pas comprendre ça, parce que Zoreyu c'est tambou, à droite c'est tambou, à gauche c'est tambou. Ou qu'à bien dans tambou. Exact. Et Nathalie, donc Nathalie Chilan. Alors Nathalie Chilan, oui, la présidente de l'association Matété, qui est une association qui est dédiée à la thématique du cancer du sein. Et puis dans une autre vie, une vie professionnelle antérieure, journaliste sur RCI pendant une dizaine d'années. Et toujours actuellement dans la communication, responsable communication à la SARA. Qui est une grande entreprise. Oui, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Alors, on va revenir plus largement sur votre parcours. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe et qui se passera. Et puis, vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de la Martinique et puis de l'actualité. Mais là, je voudrais qu'on reste sur précisément un fait d'actualité dans une rubrique qui s'appelle Focus. Voilà, alors avant de revenir sur vos parcours, je voudrais qu'on s'arrête sur un fait qui a eu lieu le 9 mai. Donc on va probablement voir sur les écrans des captures d'écran donc, de journaux en fait, d'Internet. Voilà, on voit. Donc je vous emmène en Afghanistan. La communauté internationale redoute une offensive généralisée des talibans. Alors le 9 mai, c'était un dimanche. Il s'est passé donc, un fait extrêmement grave. Donc il y a eu plusieurs attentats aux abords d'un lycée, donc à Kaboul, qui est la capitale de l'Afghanistan. Alors que l'Afghanistan, c'est en Asie centrale, entre la Chine, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, pardon. Et donc, cet attentat, ce triple attentat aux abords d'une école, a fait une 50aine de victimes, parmi lesquelles essentiellement des filles, des lycéennes. Est-ce que vous avez vu ou entendu parler de cette actualité ? Alors assez rapidement, effectivement, entendu parler. Je pense que ça nous amène toujours, nous, en tant que femmes, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, à nous poser la question du sort d'autres femmes. Ici en Martinique, on peut dire que les choses vont. Même s'il y a des choses sur lesquelles des associations féministes mettent la lumière, l'accent. Mais ça nous pousse aussi à nous interroger sur le sort d'autres femmes de par le monde qui souffrent, qui n'ont pas les mêmes libertés que nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Ça me fait penser à la secte Boko Haram. Exactement, dans le nord du Nigeria. Tout à fait, qui avait kidnappé des lycéennes aussi. Et qui fait ça. Et il y avait eu un mouvement, je ne sais pas, c'était en 2000, il y a quelques années, Bring Back Our Girls. Tout à fait. Un mouvement international qui avait eu lieu, effectivement. Tout à fait. Et donc voilà, c'est toujours remettre sur le métier la question des défenses des droits des femmes. Et j'ai envie de dire, on n'en finit pas. Donc il faut qu'on se soutienne les unes les autres. C'est pas parce que nous sommes loin de ces pays-là que nous ne pouvons pas, en tant que femmes, apporter notre soutien et puis nous mêler à leur voix pour dire ça suffit. C'est là, qu'est-ce que vous en pensez ? Et bien moi, justement, je me suis dit, mais effectivement, j'ai entendu ça vaguement. On n'a pas trop publié tout ça, c'est dommage. Mais je me suis dit, mais encore une fois, mais pourquoi les femmes encore ? Mais pourquoi les femmes ? D'après vous, pourquoi c'est là ? Parce que forcément nous plus fort, puisque c'est nous qui mettons Timouna sous la terre. Donc je comprends pas pourquoi
pourquoi cet acharnement-là contre les femmes, contre les jeunes filles, etc. Je ne comprends pas. Alors, en tout cas, nous, dans cette émission, c'est vrai qu'on est en Martinique, donc on parle de tout ce qui se passe en Martinique. On invite des Martiniquaises et puis de temps en temps des femmes qui sont martiniquaises qui vivent ailleurs. On a reçu, par exemple, récemment Géraldine Pamphile qui travaille aux États-Unis, qui a travaillé à Hong Kong. Mais on veut parler de la situation des femmes dans le monde entier parce qu'il me semble que la situation des femmes n'est pas toujours enviable, même si dans nos pays, effectivement, les choses ont évolué quand même assez positivement. Alors, pour revenir quand même à l'Afghanistan, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, on a commencé à parler de l'Afghanistan, des talibans, parce que les gens qui... Alors, ils disent que ce n'est pas eux, les talibans quand même. Hein. Le président afghan les a accusés. Eux, ils disent non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. En tout cas, les talibans n'aiment pas beaucoup les filles. Et à l'époque... quand ils sont, donc il y a eu l'invasion des États-Unis, enfin les États-Unis ont envahi l'Afghanistan après je ne sais pas si vous vous souvenez, le 11 septembre. Tout à fait. Oui, donc voilà, les tours jumelles. Et la veille d'ailleurs du 11 septembre, le commandant Massoud a été tué. Et le commandant Massoud se battait contre les talibans. Et les talibans, en fait, ils interdisent l'éducation aux filles, par exemple. Et alors, une des analyses qui circulent, c'est que ces attentats qui sont perpétrés contre les maternités ou contre les écoles de filles, c'est précisément contre la politique d'éducation qui est notamment menée par les États-Unis depuis 2001. Et les États-Unis vont se désengager de l'Afghanistan. Donc ces jours-ci, en Afghanistan, il y a une espèce de jeu de prise de pouvoir des talibans, toujours sur le même mode, c'était là, qui est effectivement que les filles sont visées. Les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école, les filles ne peuvent pas se faire soigner, etc. D'accord. Et c'est vrai que c'est une situation qui, probablement, je vois Nathalie qui me regarde tout ça, c'est assez révoltant. Oui, c'est révoltant parce que si on est sur le plan de l'être humain, les hommes et les femmes ont les mêmes droits et on ne comprend pas pourquoi dans ces pays-là, il y a toujours cette recherche de mettre la femme, de minimiser la femme, de la rendre dépendante. Voilà. Alors, un élément positif, hein, c'est que, et là c'est une source, c'est l'Oxfam en fait qui regarde un petit peu comment ça se passe dans le monde au niveau de la pauvreté, la situation de pauvreté, et qui observe ce qui se passe en Afghanistan notamment, qui note qu'il y a ces dernières années tout de même une amélioration de la situation des filles en Afghanistan. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette espèce de contre-offensive un petit peu, enfin agressive et meurtrière de la part de ces organisations terroristes. Donc, l'Oxfam nous apprend que 4 millions de filles sont scolarisées, donc il y a un nombre assez historique pour l'Afghanistan. Donc les choses avancent, et d'ailleurs au niveau politique aussi, puisque je disais qu'il y a des parlementaires femmes, qui sont plus nombreuses maintenant, dont la plus jeune a 29 ans et s'appelle Rangina Karga. Donc les choses avancent, mais les forces un peu, on va dire, pour employer un mot un petit peu, énervées, réactionnaires, mais veulent contrer ce mouvement-là, quoi. C'est ça, enfin, je me dis que les anciens ne doivent pas être contents quand même. Donc il y a quand même une espèce d'organisation qui pourrait contrer tout ça. On ne sait jamais. En tout cas, l'enjeu est assez important parce que les États-Unis partent. Alors, c'est un peu le chaos dans ce pays-là, mais la situation des femmes, il faut qu'on la regarde de près. Et je pense que des femmes comme vous... Est-ce que les situations de... Stella, qui est une artiste, ces choses-là vous inspirent? Parce que je regardais dans un de vos derniers clips, c'était quoi? C'est quoi ce clip où vous parlez de la situation, les nouvelles qui sont mauvaises? Ah oui, ce titre, Anticine. Anticine, ouais, c'est ça, Anticine. Vous chantez des pieds ou coûtez nouvelles, rien qui m'allait, combat, misère, la grève. Est-ce que finalement vous êtes inspiré par la situation martiniquaise ou la situation dans le monde? Dans le monde. Donc ça, c'est un thème qui peut vous inspirer peut-être? Oui, tout à fait. Donc, ce titre-là a été composé par le père Lafine. Et alors je l'ai sorti en 2013 et ce titre-là avait déjà 20 ans. Ah oui, donc ça reste d'actualité. Ça reste d'actualité, quoi. Donc oui, ça m'inspire tout le temps. Donc c'est le genre de thème qu'on pourrait retrouver dans une des prochaines chansons de Stella. Tout à fait. De toute façon, je parle beaucoup de la femme en général. Mais il faut, parce que je pense que le rôle de l'artiste aussi, c'est d'éveiller les consciences. Donc avoir des chansons qui parlent de nos réalités, qui nous poussent à ouvrir les yeux et aussi à nous positionner en tant que citoyens, je pense que c'est tout à fait indiqué. On continue? Oui. On va maintenant s'intéresser à vous, à vos parcours, votre passé, votre présent, votre futur, juste après ce jingle. C'est Mots de femme. Alors, donc on va rentrer plus en détail dans vos vies. Hein.
avec parfois un peu d'indiscrétion, vous m'en excuserez dès à présent. Alors, je commençais par Stella, parce que Stella, je vous connais. Et quand vous êtes arrivée tout à l'heure dans les studios de Zitata, j'ai dit, ah, voici ma star. Parce que, est-ce que vous connaissiez Stella, Nathalie? Alors, pas personnellement, mais je connais son travail. Et oui, j'ai déjà entendu plusieurs de ses chansons. Alors moi, j'ai rencontré Stella parce qu'à un moment, j'ai souhaité faire un documentaire sur le belay, le tambour, la danse, la culture belay, et j'avais fait un casting. Et donc, j'avais rencontré plusieurs jeunes femmes. C'était en 2008, il me semble. Nos enfants venaient de naître. Voilà, en 2007. C'était en 2007. C'était en 2007. On s'est connus en 2007 et on venait d'accoucher. Voilà. Et donc, Stella était le fil conducteur de Belay Tambour Vivant. Alors, Stella, vous baignez dans le belay. Tout à fait. Vous êtes... d'où ça vient d'ailleurs, cet amour du belay? Ça vient du nord de la Martinique, vous avez grandi alors déjà, je suis originaire de Sainte-Marie, du Mont des Esses, où j'habite toujours. Et effectivement, j'ai été bercée, non pas déjà par ma famille, mon grand-père qui jouait à la batterie, mes cousins, toutes sortes d'instruments. Et dans mon quartier, où je jouais au tambour avec les copains du quartier. Et puis, forcément, j'ai voulu en faire mon métier, quoi. Mais on apprend où est-ce que vous avez appris à jouer du tambour? Alors, moi à l'époque, j'ai été en formation à l'Institut de formation aux arts du spectacle, à l'époque au Saint-Esprit. Et puis c'est parti comme ça. Donc, j'ai fait 3 ans de formation et voilà. Vous faites du belay, Nathalie? Oui, j'ai dansé un peu de belay à la M4. À la M4. Et puis après, au niveau de mon entreprise, nous avons une association sportive et culturelle. Donc Clara Desportes, que je salue, donnait des cours aussi à mon entreprise. J'ai un peu arrêté, mais je ne désespère pas de reprendre. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que pratiquante du belay? Une connexion à ma Martinique, parce que je suis vraiment dans la tradition du pays. Ça me porte beaucoup. J'ai l'impression d'être en connexion. Il y a cet apport aussi du belay, de la danse, de la musique, les chansons, les paroles. J'aime danser, j'adore danser. Je ne suis pas une sportive, mais s'il faut faire un marathon de danse, je n'ai aucun problème avec ça. Et donc, c'est ce que ça m'apporte. Et puis, c'est un moyen aussi de connexion avec la Martinique, mais de déconnexion avec peut-être une semaine difficile, beaucoup de choses qui viennent vous polluer, vous stresser. Voilà. Et là, je suis vraiment dans un lâcher-prise et c'est ce qui me plaît dans le belay. Et on ne trouve pas cela dans d'autres danses, par exemple la danse contemporaine ou la danse classique ou le modern jazz ou le hip-hop? Qu'est-ce qu'il y a en plus, c'est là? Alors là, je ne sais pas parce que je ne pratique pas les autres danses. Mais alors, moi, j'ai pratiqué le modern jazz, mais j'avais cette envie d'être dans les danses traditionnelles aussi. Et le belay me semblait tout indiqué. Je ne saurais dire pourquoi. Je pense que c'est un mélange de pas, un mélange de partage avec les partenaires. Et le ladjeko. C'est quoi le ladjeko? Le ladjeko, c'est un moment donné où, voilà, en fait, tu sais que par exemple le pas, il faut faire 1, 2, 3, etc. Et on te dit, bon, c'est comme ça. C'est là, va se mettre debout sur la table. C'est comme ça, c'est comme ça. Et le ladjeko, c'est. Voilà, tu es libéré de tout stress, etc. Et tu t'exprimes vraiment. On peut avoir ça dans le hip-hop, non? Il n'y a pas ça dans le hip-hop? Je pense que c'est différent. Il y a ça dans le hip-hop, mais je pense que l'apport du tambour, c'est le tambour, c'est vibratoire. Oui, voilà, c'est le pays en fait. Voilà, le hip-hop, oui, on le danse, on a des vibrations aussi, on aime cette musique-là. Oui. Mais moi, le belay me rattache à quelque chose de fondamentalement qui vient de moi, de moi profond. Mais est-ce que, parce que quelqu'un, Nathalie, vous êtes martiniquaise, je suis martiniquaise, on dit martiniquaise, mais quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, un Américain qui viendrait de l'extérieur, ou bien un Béninois qui viendrait, ou un Allemand qui viendrait, ne pourrait pas avoir ce ladjeko, ne pourrait pas avoir cette connexion vibratoire parce qu'il ne serait pas martiniquais. C'est peut-être le tambour, ça, c'est le tambour qui fait ça. C'est le tambour, c'est le tambour qui fait ça. On a eu l'expérience, je crois que dans le monde belay, tout le monde a connu Camille Maddox, si je ne dis pas de bêtises. C'est une New-Yorkaise qui est venue en Martinique pendant quelques temps et a appris le belay, elle avait une thèse à faire, etc. Et elle dansait plus qu'une Martiniquaise. Si vous pas t'es qu'attendre n'y pas aller
anglais, tu n'aurais pas su que voilà, c'était pas une Martiniquaise. Et alors, pour autant, on a l'impression, quand on dit la J-Core, donc on a l'impression que c'est presque instinctif, d'accord? Mais ça s'apprend. Il y a des pas, c'est très codifié. Oui, c'est difficile d'ailleurs, c'est difficile. Alors, même si, il me semble, bon, c'est beaucoup une tradition orale, mais il y a une tentative, notamment d'écriture du ballet. C'est Fred Jean-Baptiste qui a fait ça, il me semble. Non, il y a eu les frères Dru qui ont beaucoup œuvré pour le ballet. Oui. Il y a aussi Monsieur Mondésir. Mais l'écriture, les partitions. Ah, les partitions, oui, Monsieur Étienne Jean-Baptiste. Étienne Jean-Baptiste. Mais donc c'est codifié. On apprend, il y a des pas. Il y a le Mabello, il y a le Grand Ballet. Oui, voilà. Oui. C'est quoi les rythmes? Alors, pour le Nord, en tout cas à Sainte-Marie, tu as la partie travail, donc la fouilleté. La fouilleté. La fouilleté, tu as le coup de main, donc tu as Raleigh Billot, Rédi Chaudier, tu as le Gragé Monioc. Ensuite, tu as les musiques d'amusement. Avant ça, tu as le damier, donc la lutte qui oppose deux personnes. Après, les musiques d'amusement que tu vas retrouver en soirée, donc tu as le Grand Ballet, Begin Ballet, Ballet Chaud, tu as le Grand Ballet, tu as le Bélia, tu as Ballet Pitché. Ensuite, à partir de minuit, tu as encore une autre partie de musique où tu vas retrouver le Mabello, Canigoué, Venezuela, etc. etc. Et tu as plus au nord, vers Basse-Pointe, tu as encore une musique de travail qu'on appelle la voix bœuf. C'est joli ça. Ensuite, tu as les musiques en misement aussi, où tu vas retrouver d'autres chorégraphies que ceux de Sainte-Marie. D'accord? Tu vas passer dans le nord Caraïbes où tu auras une autre musique de travail qui est beaucoup plus connue. On va appeler la fouilleté, la sauté. Ok. Quand tu vas arriver dans le sud, tu auras encore une autre partie, une autre version de ballet qu'on va appeler ballet licide, donc où on va retrouver essentiellement des femmes qui vont chanter. Donc c'est très varié, c'est très divers. Grand ballet licide, calenda licide, etc. Qui sera en fait complètement différent que dans le Nord. Et vous dansez, vous dansez tout et vous jouez de tout. Oui. Et les femmes, est-ce que les femmes accèdent à cela facilement? Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui, ça s'est démocratisé. Oui, même. oui, énormément. Bah oui, maintenant, oui. Avant, les oui. femmes ne jouaient pas au tambour, par exemple. Oui. Ça a choqué quand vous êtes arrivé au tambour? C'est vrai? On vous a dit également, sorti là? Oui, sorti là. Le dit ça? Oui, qui m'ont dit ça? Bah, les anciens, il y a des anciens qui m'ont dit ça, de jeunes tambouillers aussi qui m'ont dit ça, qui m'ont fait pleurer d'ailleurs. Ah bon? Ah oui, oui. Mais bon, moi j'ai eu de la chance après parce que... Pourquoi? C'était un truc d'homme, quoi? Oui, carrément. Carrément. Où je travaille. Oui. Ou bien c'est la tradition, on accepte ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, Nathalie? C'est la tradition, on accepte ça? Non, je pense qu'il faut faire bouger les lignes. Et c'est en ça que c'est là, je pense elle a peut-être pleuré, mais elle n'a pas capitulé et elle a continué à y aller. Ah oui, mais et de toutes les façons, je n'avais pas le choix puisque je travaille à la Maison du Ballet jusqu'à aujourd'hui. Et les maîtres du ballet m'ont cédé la place aussi. Donc c'est vraiment physique en fait le ballet, Nathalie. Oui, c'est physique. Et après une semaine où on a accumulé du stress, c'est vraiment, on disait la chéco, la djeko, c'est vraiment le moment où je me déleste de tout ce qui m'a pesé et où on se concentre sur quelque chose aussi pour soi, pour son bien-être. Alors pour les femmes atteintes du cancer que vous accompagnez, auprès de qui vous êtes avec Matété, c'est important, ces activités physiques. Oui, l'activité physique, elle est importante puisqu'on sait qu'on peut réduire le risque de récidive de 30 à 40% en ayant une activité 30 à 40%, physique et sportive. Donc on conseille énormément aux femmes qui ont eu un cancer d'avoir une activité physique. Alors maintenant, dans le cadre du cancer du sein, il faut bien sûr avoir une activité physique adaptée. Par exemple, je ne vais pas me mettre à faire du tennis. Donc on va faire de la marche, on va faire du vélo, on va faire de l'aviron moderne, puisque ça fait beaucoup plus travailler les cuisses que les bras au niveau de l'aviron traditionnel. On sait que l'escrime aussi apporte pas mal d'aisance pour la rééducation pour le bras. Voilà, tous ces sports-là, de la marche aussi, de la randonnée, de la natation, certaines nagent, pas toutes. Donc voilà, et c'est très important
d'avoir une activité physique. Alors, même sans avoir eu de cancer, il est important d'avoir une activité physique, mais c'est vrai que quand on a eu un cancer, c'est encore plus important de s'y mettre. Alors, Matete, c'est une association que vous avez créée en 2014 ? Alors non, Matete, en fait, c'était d'abord un blog en 2014, un an après le diagnostic de mon cancer. Vous dites mon cancer ? Oui, parce que il est né en mon sein, il est né en moi-même. Alors je sais qu'il y a toute une... Oui, on entend dire c'est pas mon cancer, c'est c'est ma maladie, voilà, c'est la maladie. Honnêtement, je ne suis pas à ce niveau-là d'analyse. Donc vous avez eu un cancer. Donc j'ai eu un cancer et, en 2013. Et ce que j'avais observé, c'est que les femmes, quand j'allais à Clarac à la fois pour la chimiothérapie et la radiothérapie, étaient vraiment renfermées, arrivaient le dos courbé, elles n'en parlaient pas. Moi, j'avais fait des recherches pour savoir s'il y avait une femme qui avait parlé de son parcours de soins en Martinique et il n'y avait pas de blog ou d'information en 2013 là-dessus. Et donc, j'ai eu l'idée de faire un blog que j'ai appelé Matete, sur lequel j'ai vraiment décrit tout mon parcours de soins dès le départ. Et puis après, j'ai fait des événements, j'ai témoigné sur les médias, j'ai fait venir des films à Madiana qui parlaient du cancer du sein, j'ai fait venir des pièces de théâtre, jusqu'à ce qu'en 2018, des amis m'ont dit « mais tu ne peux pas continuer à faire ça toute seule, tu as beaucoup d'idées et nous, on a envie de t'aider ». Et donc, l'association a été créée en 2018, donc 4 ans après. Quand vous connaissiez Matete, oui. C'est là. Oui. Et vous avez eu déjà l'occasion de travailler avec eux ? Oui, j'ai eu l'occasion de chanter... je ne sais plus en quelle année, à Fort-de-France. Et oui, j'ai eu l'occasion de... Mais c'est étonnant. Alors, les femmes, donc vous observiez que vous étiez seule dans ce parcours-là quand vous avez eu... quand vous avez appris le diagnostic du cancer du sein, de votre cancer du sein? Alors, disons que j'ai cheminé avec d'autres femmes parce que vous allez mettre votre CIP, donc la chambre, pour pouvoir avoir la chimiothérapie. Mais vous êtes dans une salle avec d'autres femmes qui attendent leur tour pour mettre leur CIP. Vous allez en chimio, nous sommes plusieurs femmes à attendre notre tour pour entrer dans les box. Vous allez en radiothérapie, pareil. Donc, c'est des femmes que nous sommes amenées à rencontrer, à revoir ou peut-être pas. Des fois se noue un moment de conversation dans l'attente et d'échange sur ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, du coup, seule, mais à la fois avec des personnes avec qui j'ai eu à partager une certaine réalité. Mais les femmes avouent volontiers qu'elles ont un cancer du sein? Elles n'avouent pas. Alors, c'est vrai que depuis Matete, depuis Singulière, depuis l'association Amazon, on a donné un autre visage du parcours de soins et des femmes atteintes du cancer. Ce qu'on a voulu dire, enfin je parle au nom de Matete, c'est dire qu'il n'y avait pas de honte à être atteinte de cancer et qu'il y a une vie avant, pendant et après. Mais il faut qu'on se prenne en main à tous les stades de notre vie concernant cette maladie. Et donc, je pense que les femmes ont, au fur et à mesure, voyant qu'il y avait moi, Nathalie Chinan, Alexandra Arnay, voilà, pour Amazon, Emmanuel Fostan pour Singulière, que nous allions devant des caméras et qu'on affirmait et qu'on communiquait sur le fait qu'on avait eu cette maladie, mais qu'on mettait l'accent sur ce qu'on avait mis en place pour pouvoir nous en sortir. Et donc, ça a permis, je pense, à pas mal de femmes, je ne dirais pas toutes, de pouvoir assumer le fait qu'elles soient malades. Et c'est important parce que ça libère d'un poids et ça permet de se consacrer vraiment à la guérison plutôt que de se consacrer à se cacher et à ne pas laisser cette information entre guillemets fuiter que je suis atteinte d'un cancer. Et alors, pour préparer cette émission-là, vous me parliez un petit peu des différences d'attitude des femmes. Certaines ne veulent pas savoir, alors même qu'on sait qu'aujourd'hui, un cancer du sein diagnostiqué à temps peut être guéri. Tout à fait. Mais vous disiez que certaines femmes ne veulent pas savoir parce que le cancer a encore une image négative de mort et associée à la mort tout simplement. Vous avez un cancer, vous mourrez. Oui. Alors, on sait qu'on a le papier du dépistage qui est envoyé. Donc, il y a certaines femmes qui le déposent sur un coin du bahut. L'AMREC, ex-AMREC, puisque ça a changé de nom maintenant. Elles reçoivent le papier. Donc, on sait que c'est gratuit, on sait qu'il faut le faire, mais on attend. Donc, voilà. Mais cette attente, le fait de ne pas y aller tout de suite, c'est parce qu'on n'a pas, en fait, envie de savoir, d'avoir la mauvaise nouvelle. Et donc, on insiste sur le fait que sitôt le document arrivé, allez-y, faites le dépistage. Elles ne veulent pas savoir.
où des fois on a des signes, un sein par exemple qui change de couleur, un sein qui change de texture de peau, un sein avec le téton qui a un liquide qui s'écoule alors que vous n'êtes pas en situation de grossesse, vous n'allaitez pas, une douleur peut-être persistante, un nodule, une petite boule qu'on sent, ah ben, des fois les signes sont là et elles ne s'inquiètent pas outre mesure ou elles se disent c'est rien, ça va passer. Or, nous ce que nous disons c'est que dès qu'on a des signes qui nous paraissent être pas normaux, il faut aller consulter. Vous êtes un peu attentive à ça, Stella? Oui. Vous faites attention? Moi, un petit peu moins, parce que je me dis que comme je n'ai pas une forte poitrine, je ne fais pas de poitrine, donc au début je me disais, non, mais non, pas moi, ça peut pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a des femmes avec de petits seins qui peuvent être... Effectivement. Voilà. Et avant, vous vous disiez ça? Oui, voilà. Vous avez arrêté de vous dire ça? Ah oui, j'ai arrêté de me dire ça. Depuis que je me suis renseignée un petit peu plus, donc non, maintenant je fais attention. Combien de femmes sont avec vous dans Matete? Alors, nous avons à peu près une cinquantaine de femmes que nous suivons. Au niveau des adhésions pures et dures, nous sommes à une vingtaine pour cette année. C'est vrai que l'an dernier, nous n'avons pas relancé avec le Covid, etc. Bon, l'association n'a pas eu le fonctionnement habituel. Ça va de l'écoute à différents renseignements sur où s'approvisionner pour des crèmes, des médicaments à prendre pour pouvoir mieux supporter la chimio, etc. Comment s'appareiller. Parce qu'il y a plusieurs aspects dans le cancer du sein. Bon, il y a le côté psychologique, on vous annonce là, vous vivez avec cette maladie. Il y a le côté, disons, thérapeutique, les chimios, la radiothérapie, la mastectomie. Et puis il y a le côté aussi, j'ai parlé du côté psychologique, mais aussi le fait qu'on a peur effectivement de la mort. Et puis il y a le côté physique. On dit voilà, vous faites une chimio, vous perdez vos cheveux, on va vous enlever les seins, etc. Vous avez vécu d'ailleurs, vous personnellement, une expérience extrêmement, disons, on va dire extrême de ce point de vue-là. Vous avez eu un cancer du sein. Cancer du sein d'ordre génétique, donc avec une mutation génétique dans la famille du côté de ma mère, et donc cancer du sein dans le sein droit. Donc on m'a fortement conseillé de retirer le sein droit, mais après on revient vers moi en me disant que comme c'est un cancer génétique, on vous conseille fortement de retirer aussi le sein gauche parce qu'il y a un risque que le cancer revienne dans le sein gauche. Donc ce à quoi j'ai adhéré. Et puis après, on m'a dit qu'il fallait retirer les ovaires aussi parce qu'il y avait un risque d'avoir le cancer des ovaires, sachant que le cancer des ovaires est l'un des cancers les plus difficiles à diagnostiquer. De manière générale, quand on voit que vous avez un cancer des ovaires, c'est qu'il a bien progressé. Donc j'ai consenti aussi à retirer les ovaires. D'accord. Et vous avez été accompagnée pendant ce moment-là? Accompagné, oui, mais je vais dire que bon, il y a l'accompagnement psychologique qui est proposé, mais c'était très clair dès le départ dans ma tête que j'aurais tout retiré. Donc, je n'avais pas spécialement besoin d'un accompagnement parce que j'avais fait le choix de la vie et le choix de la vie pour moi, c'était de tout retirer. Donc voilà, le seul bémol, c'est que je suis arrivée à un moment où je voulais avoir un enfant avec mon compagnon actuel. Donc, je me suis donné 1 an pour pouvoir essayer et je m'étais promis qu'au bout d'1 an, si je ne tombais pas enceinte, que je retirais. Donc, j'ai respecté la promesse que je m'étais faite pour ne pas tirer le diable par la queue. Et donc, effectivement, j'ai retiré les ovaires. Nathalie, c'est une femme, je pense que c'est une des plus résilientes que j'ai eu l'occasion, on ne s'en connaît pas bien, mais que j'ai eu l'occasion de rencontrer. En tout cas, ce que vous dites, vous avez choisi la vie. Oui. Donc, c'est important de faire passer ce message-là, en fait. Oui, parce que, bon, alors, en tant qu'association, nous ne disons pas aux femmes retirez les 2 seins, retirez les ovaires. C'est un choix qui est personnel. Maintenant, moi, devant cette situation-là, je me suis dit, mais je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et donc, mettre toutes les chances de mon côté, c'était faire mon deuil de mes seins, mais que j'ai reconstruit depuis, et puis faire mon deuil aussi d'une maternité. Vous les choisissez comme vous les voulez. Voilà, et des ovaires. Alors c'est vrai que ce n'est pas les seins qu'on avait avant. Bon, j'ai des corps étrangers puisque j'ai des prothèses, mais ce sont des choses auxquelles les femmes réfléchissent énormément. Et voilà, il faut se retrouver face à soi-même, il faut savoir ce qu'on veut pour soi. Bon, de la même manière que vous avez des femmes, par exemple, qui vont faire la chimio, mais qui refusent de faire la radiothérapie.
ou des femmes qui décident de ne pas faire de chimiothérapie et qui pensent qu'en mangeant comme ci ou comme ça, en faisant un jeûne, etc., qu'elles vont pouvoir régénérer leurs cellules, etc. Donc on voit un peu de tout. On accompagne, on alerte, mais on ne prend pas la décision à la place de la malade. Est-ce que dans cet univers-là, c'est un univers de femmes, hein, on vous parle de cancer du sein, bon, les hommes... Est-ce qu'il y a des cancers du sein chez les hommes d'ailleurs? Tout à fait. Il y en a. Il y a des hommes qui sont atteints du cancer du sein. C'est 1% des cas diagnostiqués par an. C'est vrai que ce sont plutôt des hommes qui ont des mutations génétiques aussi. D'accord. Mais quelle est l'attitude? J'imagine que l'attitude de votre compagnon, vous avez parlé de votre compagnon, l'attitude des hommes autour est aussi importante, non? Elle est importante et je dirais même qu'elle est capitale parce qu'on est à un moment de notre vie où notre physique on prend en coup, on va perdre les cheveux, pour certaines femmes on va maigrir, on va avoir l'ablation d'un sein ou de deux seins, même si on va faire la reconstruction, mais la reconstruction n'est pas immédiate. Donc du coup, ce compagnon qui est avec nous et qui pose un regard qui est entre guillemets le même que celui d'avant, nous conforte, nous rassure et nous conforte aussi dans notre féminité. Donc c'est important que les hommes puissent prendre aussi une place. Alors c'est vrai que je trouve que dans le parcours de soins, les médecins sont beaucoup plus focalisés sur la malade, pas peut-être assez sur le compagnon qui va être aux côtés. Mais bon, on comprend aisément qu'il faille vraiment se concentrer sur la guérison. C'est peut-être aussi le rôle des associations d'accompagner les hommes, les compagnons, pour qu'ils puissent prendre toute leur place auprès de leurs femmes. Tout à l'heure, vous vouliez parler d'une de vos amies, peut-être. À un moment, vous parliez Oui, justement, en fait, j'ai eu l'occasion d'accompagner. Je trouve ça super prenant et poignant. Dès qu'elle a découvert la maladie, l'ablation, j'allais la voir tout le temps, dépressive, etc. Enfin, je crois que j'ai vécu toutes les étapes, je crois. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais moi aussi, en fait, je peux être touchée. Je peux être touchée, en fait. Et c'est fort. Je trouve ça super fort et je trouve... justement, mon amie, elle s'est fait un tatouage sur la poitrine. Elle s'est fait reconstruire la poitrine? Oui, elle s'est fait reconstruire la poitrine. En plus, c'était vraiment volumineux à la base. Et elle a refait sa poitrine, mais avec un superbe tatouage dessus. J'ai dit, c'est une autre forme d'acceptation, si on veut. Et maintenant, elle a des locks, pareil. Bon, voilà, c'est... Mais franchement, moi, j'ai vécu, on va dire, toutes les étapes. C'est terrible. Ce sont des montagnes russes parce qu'on passe par plein d'émotions. Il faut penser à soi. Mais je ne sais pas si ton amie avait des enfants, mais il faut penser il faut penser à ses enfants parce qu'on se projette. C'est vrai que comme cancer, la plupart du temps, ça rime avec mort, donc on se pose la question de sa survie et mes enfants, qui va s'en occuper. Donc c'est vraiment un instant de sa vie où on se pose vraiment plein de questions et des fois, si on n'a pas le compagnon qui reste à côté aussi, ça accentue la douleur. Il y a des femmes qui ne surmontent pas ce moment-là. Il y a des femmes qui ne surmontent pas parce qu'elles ne trouvent pas suffisamment de force en elles pour dépasser ce moment de l'annonce. Donc c'est là où les associations rentrent en scène, parce que souvent nous avons des familles, des mères, des sœurs, des cousines qui nous appellent. Mon amie, ma sœur, ma fille, elle a appris qu'elle a un cancer du sein et elle ne remonte pas la pente. Donc voilà, notre rôle, c'est de leur montrer qu'au sein de l'association, il y a plein de femmes qui sont passées par là et qui ont pu surmonter ça et leur donner les clés pour pouvoir... Donc les clés, c'est quoi? Donc les clés, c'est l'écoute, c'est l'activité physique, c'est l'écoute, c'est l'entraide. C'est l'écoute, c'est l'entraide, c'est s'approprier ce moment et être actrice, c'est-à-dire de ce moment où on est malade, c'est-à-dire chercher quel médicament je peux prendre, quelle activité je peux faire, être actrice, c'est-à-dire poser des questions au médecin, être actrice de son parcours de soins et de ne pas subir les choses. Voilà. Et alors, j'ai vu que vous aviez fait l'acquisition
de la matete. Une camionnette, c'est la matete mobile. Tout à fait. Vous n'avez pas vu Oui, ça? j'ai entendu parler de ça, oui. Tout à fait. Un peu comme la Batmobile. Tout à fait. Alors, c'est quoi le projet Alors, ce projet, en fait, je me suis rendu compte que depuis 2014 que l'association Matete existait, on avait quand même pas mal de femmes qui ne venaient pas à certains de nos événements, de nos rencontres. Parce qu'on avait mis une fois par trimestre Parola Matete dans un restaurant, on privatisait l'après-midi pour que les femmes puissent échanger entre elles. Et donc, il y a des femmes qui nous disaient, mais on ne peut pas venir. Alors, pour des raisons économiques, pour des raisons de transport, on essayait de mettre ça en fin de journée pour que tout le monde puisse venir. Et il y avait quand même des femmes qui ne pouvaient pas venir, celles qui sont dans le nord ou celles qui sont dans l'extrême sud. Et on avait surtout des femmes du centre. Et on s'est dit, on va être une association mobile. On ne va pas avoir un lieu précis avec un local. On va acheter une camionnette, on va l'aménager et on ira chaque week-end dans une commune en partenariat avec les mairies et les CCAS qui vont diriger vers nous les femmes qui sont concernées, à la fois les femmes qui sont touchées par la maladie, mais les femmes qui sont dans un âge où on fait de la prévention. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir dans cette matete mobile un petit bureau avec la possibilité d'avoir des entretiens, d'avoir des spécialistes qui vont venir avec nous, soit des psychologues, soit la nutritionniste, etc., qui vont pouvoir faire des interventions, on va faire des ateliers, on va échanger et vraiment, c'est aller à la rencontre des malades. Parce que des fois aussi, les femmes, elles n'ont pas envie de venir, d'être dans un cadre. Dans un cadre, voilà. Alors là, on sera cool, on va mettre nos chaises dehors, on n'est pas forcément obligé de venir parce qu'on est malade, on peut venir prendre des renseignements, donc on n'est pas tout de suite étiqueté. En fait, il y a une difficulté quand on est malade, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est là, en fait, on a l'impression, en Martinique et ailleurs, quand on vous fait un diagnostic d'une maladie qui peut être plus ou moins longue, même si on n'imagine pas qu'on va mourir, mais on est catalogué comme malade en fait. Tout à fait. Et pour peu qu'on aille à l'hôpital, là, on a l'impression qu'on est mis au banc de la société. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'on a du mal dans nos sociétés à imaginer qu'on puisse vivre avec une maladie qui serait une maladie chronique. C'est pas ça aussi le problème. Il faudrait qu'on change nos regards sur la maladie, non? Changer le regard sur la maladie. Et puis c'est vrai que nos sociétés, on est dans une compétitivité, productiviste, en fait, il faut bosser, il faut aller bosser. Il faut être performant tout le temps, il faut donner du résultat. Et c'est vrai que la personne qui est en situation de maladie, elle n'est pas dans la performance. Elle est un peu sur la touche. Et effectivement, d'où pour beaucoup de personnes qui sont malades, l'idée de ne plus être utile à la société. Et on ne veut pas être malade parce qu'on sait qu'en étant malade, on sera mis de côté. Non, c'est un peu l'impression que j'ai. C'est tout à fait ça. Enfin, je fais un raccourci, mais c'est un petit peu ça avec le Covid. Enfin, j'exagère à peine. On vous dit, voilà, vous allez travailler, vous rentrez chez vous, confinement, et puis voilà, vous produisez, et puis vous rentrez chez vous. Et après, il y a une vie. On n'est pas que des êtres, disons, qui travaillons, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Et alors, Stella, venons un petit peu à votre parcours. On a beaucoup parlé de Nathalie et de Matete. Donc, vous continuez. Donc, vous avez parlé de la Maison du Bel Air, mais vous continuez à donner des cours à des femmes, à des hommes, à des enfants. Donc, vous êtes imposé avec Stella Quartet. Vous êtes aussi, vous avez aussi un autre groupe. Oui, Femme Tambour. Qui a 5 ans déjà. Mais avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. C'est mort. Là, pour l'instant, on est en stand-by, carrément. On a prévu de reprendre d'ici peu. Mais oui, enfin, en tout cas, je reviens sur la Maison du Bel Air où je donne des cours aux scolaires, aux enfants d'IMP, les enfants handicapés, les trisomiques. Il y a tout public. Alors, en 2008, quand on avait fait le documentaire, on disait, voilà, je vous posais la question à l'époque, je vous demandais si c'était une mode. Et à l'époque, vous disiez, oui, c'est devenu une mode. Est-ce qu'on peut parler de mode ou alors on est revenu à quelque chose de plus authentique, de plus viscéralement martiniquais? Voilà, c'est exactement ça. On est revenu à quelque chose de plus authentique. Alors, en fait, je pense que là, les gens reviennent. On a l'impression que, comment dirais-je, tout le monde essaie de se réapproprier les plantes médicinales et tout ça. Et donc, tout est lié. En fait, c'est une culture, en fait. Voilà. Le Bel Air est dans une culture un petit peu retour aux sources, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, tout est lié. Forcément, il y a la musique, il y a le tambour.
Et on n'est plus dans la mode du coup alors. Non, on n'est plus dans la mode, là, c'est bon. Donc ça s'est démocratisé. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je disais ça, c'est parce que je m'étais rendu compte que quand les gens entendaient un son Bel Air ou alors ils entendaient qu'il y avait, je sais pas, une soirée belle quelque part, ils se disaient « Ah, il faut aller, c'est le truc du moment, il faut aller, il faut être là, il faut être là. » Maintenant, ils ont pris conscience de la chose vraiment. Donc, c'est Nation Nous c'est le fond doc du pays, c'est le nom du pays. Donc, il faut se réapproprier sa culture. Il faut recommencer à manger local. De plus en plus, les gens recommencent à planter chez eux, etc. Même à son balcon dans cité. Voilà. Et ça, je trouve ça génial, en fait. D'ailleurs, on devrait, avant de construire un HLM, on devrait mettre un petit lot de terre à côté pour planter, tu vois, ouais, voilà, un petit jardin, voilà, un jardin partagé, on devrait faire ça. Et donc, oui, effectivement, donc ce n'est plus, je vais dire que ce n'est plus un phénomène de mode, mais phénomène de conscientisation, c'est ça? Ou de société, c'est devenu une société. Oui, et puis c'est une quête identitaire, je pense. Nos sociétés et leur population se posent des questions sur leur identité et on questionne notre identité en nous réappropriant nos danses, nos traditions, notre pharmacopée, etc. quoi. Et tout ce qu'il y a à souhaiter, à mon avis, c'est que ça dure. Voilà, c'est qu'on soit dans cette démarche-là pour longtemps. De recherche d'authenticité. Et puis la bonne nouvelle, c'est que ça va dans le bon sens, parce que quand on parle des jardins créoles, on parle de choses qui sont exempts de pesticides, de choses un peu plus, disons, naturelles. Donc ça va plutôt dans le bon sens globalement. Oui. Juste est-ce que vous mettez l'accent, Nathalie, avec les femmes que vous rencontrez, sur l'alimentation, précisément le bien manger? Alors tout à fait, on travaille avec une nutritionniste, je ne sais pas si je peux la citer, Rita Oui, allez-y, on peut dire tout ce qu'on veut sur cette Rita Baker, qui nous fait effectivement des ateliers avec des produits locaux pour pouvoir aider à s'alimenter, à retrouver de l'énergie pendant la chimiothérapie, parce que c'est nécessaire de retrouver des forces. Donc oui, on met l'accent sur le bien manger et puis que ton aliment soit ton médicament aussi, c'est ce qu'on essaye de dire. Vous faites attention, c'est là oui, j'essaie de faire attention, mais j'aime bien l'agriculture et j'aime bien aussi montrer aux enfants à quoi correspondent telle feuille, etc. Si on y a un petit malboudin, qu'est-ce qu'il faut prendre? Si les maux de tête, qu'est-ce qu'il faut prendre? Vous connaissez tout pharmacopée martiniquaise? Je ne connais pas tout. Mais au moins un minimum, en fait. Il faudrait qu'on inculque ça aux enfants, quoi. Parce qu'en fait, ma grand-mère, elle connaissait, mon aïeul, j'ai connu mon aïeul, elle connaissait, ma mère vend des plantes médicinales, etc. Donc, à bien ça. Oui, mais malheureusement, moi, je ne me suis pas intéressée à ça assez tôt. Donc, je ne vais pas dire que j'ai perdu des choses, mais bon, voilà, j'essaie de rattraper le temps et... C'est la transmission. Voilà, la transmission. Alors, on arrive presque au bout de notre émission. Il y a une question rituelle. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé? Stella. Aïe, aïe, aïe. L'homme qui m'a le plus influencé. Bon Dieu. Ou pas ça. Alors réfléchis, nous carré tout n'est bon. Je réfléchis aussi. Je bon, la femme pas alors. Cette question. La femme alors. Personne. Vous êtes fait influencée. Alors honnêtement, parce que j'ai un parcours journalistique, j'ai beaucoup été. Enfin, j'étais en admiration devant Marie-Josée Annie. Comme moi. Voilà, parce que c'est vraiment elle. Hein. Je la voyais présenter les journaux télévisés, donc j'ai eu cette envie. Je me suis dit, oui, si elle peut le faire, pourquoi pas. Et puis, Anne Sinclair aussi, avec 7 à 8 à l'époque que je regardais. Donc pour les femmes, je dirais ces deux femmes-là, parce que c'est elles qui m'ont donné vraiment envie d'être journaliste. Alors là, pour les hommes, j'avoue qu'ils m'excuseront. Mais alors réfléchissez, Nathalie. On revient à vous. C'est là quand même. Hommes, Pani. Non. Dans tambour, Pani. Ah oui, au tambour, oui, j'ai les anciens tambouillés. Voilà, où je voudrais bien jouer comme eux. D'ailleurs, dans mon jeu de tambour, j'ai un petit peu le jeu de chacun des anciens. Des grands anciens? Des grands anciens. D'accord? Après...
Bon, pour l'agriculture et tout ça, etc., bon, il y a mon père. Hein. Il y a mon père, mais... Et au niveau des femmes dans le milieu du ballet, des femmes qui vous auraient influencé? Alors, Madame Siméline Rangon, c'était une femme jock. C'était une femme jock. D'ailleurs, comme c'était Madame Montépère. Ah bon? Parce que oui, sur le marché de travers, elle te le dit tout de suite. Bon, voilà, c'était... Et sinon, dans la musique, vraiment, ce qui m'a beaucoup influencée, c'est Jocelyne Béroir. D'ailleurs, on avait fait une rencontre avec elle. Tout à fait, tout à fait. Pour ce documentaire là. Jocelyne Béroir, et surtout quand j'ai vu le film quand j'étais à l'école, Siméon. Ah oui. Ah ouais, je dis ah ouais. Ah ouais, franchement, cette femme, ouais. Et c'est là, on peut quitter au parti avant ou chanter un petit bout. Oui, Pas trop fort, parce que cas des micros mais un petit bout. Un petit bout, parce que Stella qui a chanté belle. Stella, c'est aussi lyrique aussi. Oui, aussi. Alors, vous parlez moi chanter lyrique là? Mais non, on a chanté ça, mais un petit bout, pas trop fort dans le micro de Max là, qui va hein. Saint-Tiède matin arrivé, il j'allais pour lever, prends courage à des mains pour l'été, river, bâti, moun manger. En nous, marrer pour l'été, marrer pour river, marrer pour l'été, marrer pour river. C'est l'hymne de ma tété. Oui, parce que ça parle, je pense, à toutes les femmes qui sont malades. Voilà, c'est la lutte pour la vie, la lutte contre la maladie, et donc ça colle tout à fait à ce que nous vivons. Vous avez compris qu'on est arrivé à la fin. Oui, c'est dommage. Bon, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Nathalie, que vous auriez eu envie de dire? Le temps passe vite. Oui, c'est bien de dire que l'association Matété, nous sommes joignables sur les réseaux sociaux, donc on peut nous contacter. On a lancé un nouveau programme d'accompagnement qu'on appelle Anti-Doucet pour les femmes qui ont un parcours de soins qui se complexifie, donc cancer, métastatique, récidive, soins palliatifs, fin de vie. C'est une socio-esthéticienne qui prodigue de la douceur, un moment de connexion avec soi-même. Je pense qu'à ce moment de sa vie, on en a besoin. Un moment où peut-être les amis ne viennent plus aussi souvent parce que bon, c'est aussi difficile pour les amis de voir celles qui vont partir. Donc nous, on essaye de prendre le relais. Donc voilà, on a la Matété mobile et puis on continue d'être sur le terrain, d'imaginer des concepts pour répondre vraiment à tous les cas de figure qui se présentent à nous. Comment on peut vous aider, nous, à Zitata? En nous recevant, en nous laissant parler de ce que nous faisons. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup. C'est surtout utiliser les médias pour pouvoir informer et puis que les femmes et les familles qui sont en souffrance n'hésitent plus à venir voir les associations telles que Matété parce que nous sommes là pour ça, pour apporter de l'aide. Souvent, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment aider. Il y a des mots qui blessent, comment faire, comment dire. Souvent, les femmes sont elles ne veulent pas en parler, et en même temps elles ont envie d'être aidées, donc c'est un sentiment qui est confus, et donc nous on vient pour mettre un peu de clarté dans ça et puis apporter notre aide. Merci en tout cas, c'était là le mot de la fin. Le mot de la fin, me concernant, on est en train de préparer différents spectacles avec Stella Quartet pour les grandes vacances, j'espère que ça va aboutir. Merci, suivez-moi sur mon YouTube, ma page fan Stella Gonis, et voilà. Puis c'est la lutte pour la vie. Nous qu'à essayer d'arriver. On va faire de belles choses. En tout cas, les filles, mesdames, Nathalie, c'est la merci d'être venue sur le plateau de Femmes. Et puis, on reste connectés. En tout cas, merci pour vos parcours et vos témoignages et cette amitié que vous nous avez faite de venir avec nous. Et nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Femmes sur Zitata. Femmes.